Ma petite amie a lâché un jour, jamais je n'aurai d'enfant avec toi, ils seraient laid comme toi. Tout le monde a éclaté de rire. Alors, ce soir-là, je lui ai rendu l'humiliation la plus brutale de sa vie. Tout a commencé lors d'une soirée avec le groupe d'amis de Valéria. Je les avais déjà rencontrés auparavant, donc ce n'était ni nouveau, ni surprenant, et ce n'était certainement pas la première fois que je me sentais en décalage parmi eux. Pour être honnête, je supportais. C'est le mot exact. Ils ne me déplaisaient pas en tant que personne, mais leur façon de plaisanter avait quelque chose de particulier, un humour qui flirtait presque toujours avec la limite du malaise. Malgré ça, je laissais passer. Je préférais éviter les tensions avec Valéria. Avant de poursuivre l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dites-nous également en commentaire depuis quel pays vous nous regardez, nous serons ravis de découvrir jusqu'où notre histoire voyage. Dans mon esprit, préserver l'équilibre entre nous comptait plus que tout. Nous étions réunis dans l'appartement d'une de ses amies. L'endroit était spacieux, décoré simplement, avec des plantes artificielles, des lumières chaudes qui diffusaient une atmosphère douce et une musique réglée à un volume juste assez fort pour créer une ambiance sans nous obliger à crier pour nous entendre. Il y avait des verres qui s'entrechoquaient, des éclats de rire, des conversations qui se chevauchaient. Vu de l'extérieur, c'était une soirée ordinaire. Pourtant, depuis quelques semaines, Valéria était un peu distante. Elle n'était pas froide, mais moins présente, moins connectée à moi. Elle répondait moins à mes messages et, quand on parlait, son regard semblait ailleurs, comme si ses pensées vagabondaient loin de nous. J'avais choisi de ne pas la brusquer. J'ai toujours pensé qu'insister quand quelqu'un ne veut pas parler ne fait qu'aggraver les choses. Ce soir-là, j'ai essayé d'être comme d'habitude, sourire, intervenir juste ce qu'il faut, éviter toute friction inutile. Après plusieurs heures, quand l'alcool commençait à se faire sentir chez certains, un de ses amis a lancé la question classique, celle qui semblait attendre son moment. « Et alors, c'est pour quand le mariage ?» a-t-il demandé en riant, comme si c'était anodin. Quelques rires ont suivi. J'ai esquissé un sourire moi aussi, mais je n'ai rien dit. Valéria, elle, a répondu. « Je crois que jamais. » Matteo n'ose pas passer à l'étape suivante, a-t-elle déclaré en me regardant de côté, avec un sourire que je n'ai pas su interpréter. La réaction a été immédiate. « Comment ça, il n'ose pas ? Vous vivez déjà ensemble, c'est presque pareil qu'être marié, » a commenté quelqu'un. « Exactement, il ne manque que le papier et la fête », a ajouté une autre. Les rires ont continué. J'ai hoché la tête, essayant de masquer mon inconfort. Cela faisait plus de 2 ans que nous vivions ensemble. Je n'avais jamais exclu l'idée du mariage, mais je ne le voyais pas comme une urgence. Je pensais que Valéria le comprenait. Pourtant, le sujet ne s'est pas éteint. La bague, la cérémonie, l'engagement pour la vie. Valéria riait parfois d'une façon un peu excessive. Je commençais à me sentir observé, évalué. Puis l'une de ses amies, la plus insistante, a relancé. Ce serait plus probable qu'ils aient un enfant avant de se marier. Des rires ont fusé. Je suis resté silencieux. Valéria a laissé échapper un rire différent, bref, presque ironique. Je ne crois pas, a-t-elle répondu sèchement. Ses amis l'ont regardé, attendant plus. L'un s'est tourné vers moi. Et qu'est-ce qu'il y a, Matteo ? Oh, t'es stérile. Le rire est devenu général. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais j'ai gardé mon calme. Avant même que je puisse répondre, un autre a ajouté. Moi je dis que le problème, c'est que son petit soldat ne fonctionne pas. Les éclats de rire ont redoublé. Quelqu'un a frappé la table en riant. Je me suis levé du canapé sans dire un mot. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, mais une fatigue profonde. Fatigué d'être la cible facile. Celui qui ne réagit jamais. Celui qui encaisse tout avec le sourire. Je me suis dirigé vers la porte avec l'intention de partir. Au début, personne ne m'a retenu. Calme-toi, c'est une blague, a lancé quelqu'un derrière moi. Tu prends toujours tout trop à cœur, a ajouté une autre voix. Valéria n'a rien dit. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Elle n'a même pas levé les yeux vers moi. Je suis resté immobile quelques secondes, respirant profondément. J'ai envisagé de partir pour de bon, de ne pas revenir ce soir-là. Mais j'ai aussi imaginé ce qu'elle dirait ensuite, que j'exagère, que je ne sais pas vivre en groupe, que je gâche les moments.
Je suis revenu. Je me suis rassied comme si rien ne s'était passé. Certains ont lancé, tu vois, tout va bien, puis ont continué à boire. L'ambiance s'est détendue de nouveau. Mais en moi, quelque chose venait de se fissurer. Et le sujet n'a pas changé. Sérieusement, Valéria, vous pensez avoir des enfants quand, a demandé la même amie, cette fois avec un sourire faussement adulte. J'ai regardé Valéria. Je m'attendais à une réponse simple. On n'y a pas encore réfléchi. Plus tard. Même, on n'en veut pas. N'importe quoi m'aurait suffi. Elle n'a pas hésité. Elle a tourné la tête vers moi, a soutenu mon regard et a dit. Jamais je n'aurai d'enfant avec toi. Ils seraient les comme toi. La phrase est tombée lourdement, comme une pierre jetée au milieu de la pièce. Une seconde de silence. Puis les rires ont explosé. Certains se sont couverts la bouche, d'autres se sont penchés en avant comme s'ils venaient d'entendre la meilleure blague de la soirée. Valéria a ri aussi. À partir de cet instant, je n'étais plus vraiment là. J'étais assis, mais mentalement, j'avais quitté la pièce. Les rires me parvenaient comme un écho lointain, comme s'ils venaient d'une autre pièce. Je sentais cette pression dans la poitrine, celle qui apparaît quand on comprend que quelque chose vient de se briser, même si on n'en mesure pas encore l'ampleur. Alors l'un de ses amis, le plus bruyant, a levé son verre, m'a pointé du doigt et a dit. Frérot, la génétique ne t'aide pas. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais la facilité avec laquelle il le disait, comme si c'était une évidence, comme s'il n'y avait rien de déplacé là-dedans. Les rires ont repris. Cette fois, même les hommes riaient. Certains se sont penchés, coudes sur les genoux, savourant le spectacle. J'ai regardé autour de moi. Personne n'évitait mon regard, parce que personne ne s'attendait à ce que je réagisse. Pour eux, j'avais déjà un rôle assigné, celui qui encaisse, celui qui ne fait pas de scène, celui qui avale tout. J'ai observé Valéria. Elle souriait encore. Et ce n'était pas un sourire forcé. Elle riait sincèrement, comme si c'était mérité, comme si, au fond, elle pensait vraiment ce qu'elle venait de dire. C'est là que j'ai parlé. Et toi, tu te trouves très belle? Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai insulté personne. C'était une question simple, nette. L'effet a été immédiat. Plusieurs ont cessé de rire. Quelqu'un a reposé son verre lentement. La musique continuait, mais elle semblait soudain trop forte. Valéria m'a regardé, incrédule, comme si elle refusait d'accepter que j'ai osé dire ça. Elle m'a fixé quelques secondes, m'évaluant. Puis elle a souri avec une assurance presque arrogante. Ce n'est pas que je me trouve belle. C'est que je le suis. Des murmures approbateurs ont circulé. Une de ses amies a hoché la tête avec conviction. Un des gars a souri, satisfait, comme si Valéria venait de marquer un point. Et à cet instant précis, pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti une clarté froide, inconfortable mais ferme. Je venais de franchir une ligne que je n'avais jamais franchie. Jusqu'à ce moment, je n'avais jamais utilisé ce que je savais d'elle pour blesser. Pendant des années, Valéria m'avait confié ses insécurités à voix basse, presque honteuse. J'avais toujours fait attention. Je la rassurais, je la protégeais. Mais ce soir-là, j'ai décidé d'abandonner cette précaution. Eh bien, ai-je dit en me penchant en avant, les coudes sur les genoux, peut-être que tu serais belle sur une autre planète, parce qu'avec cette tête énorme que tu as, ça fait presque peur. Le silence a été immédiat. Brutal. Sans transition. Quelqu'un a laissé échapper un rire nerveux qui s'est éteint aussitôt. Une autre personne a baissé les yeux. Valéria a cligné des paupières plusieurs fois, tentant d'assimiler mes mots. Je n'ai pas arrêté. Les soyons honnêtes, oui, avoir des enfants serait une erreur. Mon nez est grand, je ne le nie pas. Mais si on mélange le mien avec le tien, qui est énorme, le pauvre gosse aurait un bec d'aigle en plein milieu du visage. Un petit rire involontaire a échappé à l'une de ses amies. Elle a immédiatement couvert sa bouche, mais c'était trop tard. Valéria s'est tournée vers elle, choquée. « Qu'est-ce qui te prend » m'a-t-elle lancé, la voix brisée. « Là, tu vas trop loin. » J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Sa mâchoire se contracter pour ne pas perdre contenance devant tout le monde. Et malgré ça, je n'ai pas stoppé. Puisqu'on parle de limites, ai-je continué, on pourrait aussi mentionner que tu as pas mal pris du poids. Tu changes de taille presque à chaque saison.
Quelque chose a éclaté. Les rires sont revenus, désordonnés, gênés. Certains riaient avec culpabilité. D'autres sans retenue. Une de ses amies, haussant les épaules, a dit « Désolé, Valéria, on essaie de se retenir. » Ça l'a détruite. On le voyait. Ce n'était plus seulement moi. C'était son propre groupe. Son visage le trahissait. « Mais qu'est-ce qu'il y a, Valéria ?» ai-je repris. « Pourquoi cette tête ?» Je croyais qu'on jouait. Elle tremblait. Rouge. Les larmes coulaient sans contrôle. « T'es un idiot » m'a-t-elle crié. Je l'ai regardé calmement. « Donc toi, tu peux m'humilier devant tout le monde, mais si je réponds, je suis un idiot ? J'en ai marre de toi et de tes petits copains. » Le mot marre est tombé lourdement. Plus personne ne riait. L'atmosphère avait complètement changé. Un de ses amis, celui de la génétique, a fait un pas vers moi, les poings serrés. « T'es qu'un pleurnichard » a-t-il dit. « Si l'ambiance te plaît pas, casse-toi. Un vrai homme ne fait pas ses drames. » J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Je savais que ce que j'allais dire serait cruel. Qu'il n'y aurait pas de retour possible. Ce type avait perdu son ami Sergio 2 mois plus tôt. J'étais allé à l'enterrement. Je l'avais vu briser. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Un vrai homme ? Si on parle de pleurer, tu ne faisais que pleurer Sergio à son enterrement. T'as pleuré plus que sa mère. Ou alors, il y avait autre chose entre vous ? La réaction a été immédiate. Quelqu'un a murmuré « non ». Une autre personne s'est levée. Valéria a cessé de pleurer une seconde. Il n'a pas répondu avec des mots. Il s'est jeté sur moi. J'ai senti son poing s'écraser sur mon visage. Sec. Brûlant. Sans réfléchir, j'ai rendu un coup maladroit, mais direct. On nous a séparés aussitôt. Un seul coup chacun. Mais c'était suffisant pour briser définitivement la soirée. Des voix se sont superposées. Ça suffit. Arrêtez. Des mains m'ont poussé en arrière. 2 personnes le retenaient lui aussi, rouge de rage, se débattant. La douleur à ma pommette est arrivée après. Chaudement. En s'étendant. Je ne saignais pas. Mais ça brûlait. Et pourtant, le plus lourd, c'était ce silence inconfortable qui s'était installé. Valéria était debout, pleurant sans contrôle, respirant mal, le maquillage coulant, les yeux gonflés. Pendant un instant, j'ai cru que quelqu'un irait la prendre dans ses bras. Personne ne l'a fait immédiatement. Quand elle a parlé, elle a crié. « T'es un idiot. Un idiot complet. Dégage. Pars maintenant. » Sa voix brisée couvrait même la musique qui continuait comme si rien ne s'était passé. Ce fut le signal. Oui, casse-toi d'ici. T'as gâché la soirée. Les phrases tombaient les unes après les autres. Personne n'a mentionné ce qui s'était passé avant. Ni les moqueries. Ni les rires. Tout était simplifié. J'étais le problème. J'ai ressenti un mélange étrange de fatigue et de lucidité. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas argumenté. D'accord. Je pars, ai-je dit. Certains se sont détendus. Mais j'ai ajouté. Donne-moi les clés de ma voiture. Le murmure est revenu. Valéria a cessé de pleurer un instant. À ta voiture ? De quoi tu parles ? Là, elle est à moi. C'est moi qui l'ai achetée. Je te l'ai laissée pour que tu sois tranquille, pour que tu ne dépendes de personne. Mais tu ne la mérites pas, donne-moi les clés. Et celles de l'appartement aussi. À partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus là. Le silence est devenu total. Personne ne riait. Personne ne bougeait. Des regards lourds circulaient. Valéria a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Ses yeux se sont remplis de larmes encore plus vite. « Tu peux pas me faire ça » a-t-elle dit en secouant la tête. « C'est pas juste. On est censé s'aimer. » La phrase est restée suspendue. Elle sonnait automatique. Comme une réplique qu'on prononce quand il ne reste plus rien de solide. « Arrête ton cinéma et donne-moi les clés » ai-je répondu. Quelqu'un au fond a murmuré que j'allais trop loin. Mais personne n'est intervenu. Personne ne s'est approché d'elle. Elle m'a regardé, espérant sans doute que je me rétracte.
Ses mains tremblaient. Finalement, elle a fouillé dans son sac. Elle a sorti les clés de la voiture. Les a serrées quelques secondes, comme si s'y accrocher pouvait changer la réalité. Puis elle a sorti celles de l'appartement. Elle a tout regroupé et me les a tendues. Je les ai prises sans un mot. En les touchant, j'ai senti un poids étrange dans l'estomac. Ni culpabilité. Ni soulagement. Juste la certitude que quelque chose venait de se briser définitivement. Je me suis tourné vers la sortie. En marchant vers la porte, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était le type avec qui je m'étais battu. Plus personne ne le retenait. Sa mâchoire était tendue. Ses yeux remplis de haine. « Va en enfer, idiot », a-t-il lancé. Je ne me suis pas arrêté. « Oui », ai-je répondu. Je saluerai Sergio. Un cri étouffé a retenti derrière moi. Quelqu'un a prononcé mon nom. Une autre voix a crié que je parte enfin. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. L'air froid de la nuit m'a frappé le visage. Ma pommette brûlait. Ma peau était sensible. J'ai respiré profondément. Comme pour vérifier que j'étais toujours là. Que tout était réel. Je suis allé jusqu'à la voiture. Ma voiture. Je suis monté. J'ai fermé la porte. Le silence à l'intérieur était total. Les clés étaient encore tièdes. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. Les rues étaient presque vides. Les feux semblaient interminables. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Impossible de penser clairement. Les scènes tournaient en boucle, les rires, la phrase, les regards, le coup. Tout mélangé. Je suis arrivé à l'immeuble où nous vivions. Je me suis garé à ma place habituelle. J'ai coupé le moteur. Je suis resté immobile quelques secondes, fixant le vide. Puis je suis descendu. J'ai monté les escaliers lentement. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Je suis entré. Cette nuit-là, je n'ai pas vraiment dormi. Pas une insomnie totale. Mais pas un vrai repos non plus. Je m'endormais par moments, puis me réveillais avec l'impression qu'il manquait quelque chose. Ce n'était pas le silence. Le silence existait déjà, même quand Valeria vivait là. C'était une autre forme d'absence. 2 jours plus tard, Valeria est venue récupérer ses affaires. Elle n'a pas prévenu longtemps à l'avance. Juste un message bref disant qu'elle passerait dans l'après-midi. Elle n'est pas venue seule. Elle avait amené une amie. Ça ne m'a pas surpris. Il n'y a pas eu de vrai salut. Pas de conversation inutile. Elles sont entrées et ont commencé à remplir des sacs et des cartons. Je suis resté dans le salon, assis, les yeux souvent fixés sur le sol. À un moment, Valeria s'est tournée vers moi. « T'es un idiot. Et pas un vrai homme. » Elle l'a dit sans crier. Sans pleurer. Avec une froideur presque répétée à l'avance. Elle attendait une réaction. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire. Mais parce que ça n'avait plus de sens. Tout ce qui comptait avait déjà été dit. À ce stade, je voulais juste qu'elle parte. Elle a pris le dernier carton. Elle est sortie sans dire au revoir. La porte s'est refermée avec un bruit sec. Définitif. Cela fait 2 semaines depuis. Elle ne m'a ni écrit, ni appelé. Elle n'a pas essayé de me chercher. Et étrangement, ça m'a soulagé plus que je ne l'aurais imaginé. Ce n'est pas de la joie. Ni de l'euphorie. Mais une paix stable. Ne plus mesurer chaque mot. Ne plus justifier les silences. Ne plus supporter des humiliations déguisées en humour. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. À ce que j'ai dit. À ma réaction. Il y a une partie qui me pèse. Ce que j'ai dit sur Sergio. Je n'en suis pas fier. Je sais que c'était bas. Cruel. Je ne l'ai pas dit parce que je le pensais. Je l'ai dit parce que je savais que ça ferait mal. Et ça a fait mal. Ça ne me met pas dans une bonne position. Je le sais. Mais je sais aussi que je ne suis pas arrivé là par hasard. Personne n'explose ainsi sans avoir accumulé des choses avant. Personne ne franchit autant de lignes sans avoir senti les siennes piétiner encore et encore. Maintenant que Valeria n'est plus là, j'ai revisité la relation avec plus d'honnêteté.
Je vois des choses que je normalisais. Les blagues constantes sur moi devant les autres. Les remarques déguisées en plaisanterie. Le fait qu'elle ne me défendait jamais quand ses amis dépassaient les bornes. Mes limites toujours placées en dessous de son confort. Je pensais que supporter, c'était aimer. Que céder, c'était être mature. Que ne pas faire de scène, c'était être un bon partenaire. Et peu à peu, j'ai accepté des situations où il n'y avait plus de respect. Seulement l'habitude. Ce qui s'est passé ce soir-là n'était pas un incident isolé. C'était le moment où tout ce qui s'était accumulé est sorti d'un coup. Sans filtre. Et de la pire manière. Je ne justifie pas mes mots. Mais je ne vais pas prétendre non plus que j'ai été le seul à franchir une limite. Aujourd'hui, 2 semaines plus tard, je me sens plus stable. Pas heureux. Pas épanoui. Mais plus serein. Je dors mieux. Je pense plus clairement. Je n'ai plus ce nœud constant dans l'estomac que je confondais autrefois avec de l'amour. J'ai appris quelque chose qui paraît évident, mais qu'on ne voit pas de l'intérieur. Si quelqu'un ne te respecte pas en public, il ne le fait pas non plus en privé. Et si tu dois supporter des humiliations pour maintenir la paix, alors cette paix n'est pas réelle. Je ne sais pas si je reparlerai un jour à Valéria. Je ne sais pas si je reparlerai un jour à Valéria. Parfois, je me surprends à imaginer qu'elle m'écrira, qu'elle voudra, parler calmement, recoller les morceaux, remettre des mots là où il n'y a plus que du vide. Mais quand cette pensée arrive, elle repart aussi vite, parce que je sais déjà ce que ça donnerait, des excuses à moitié, des reproches enrobés, et cette sensation de devoir encore me justifier d'avoir eu mal. Je ne la déteste pas. C'est ça le plus étrange. Je ne ressens pas cette rage brûlante qu'on voit dans les films, celle qui te donne envie de détruire l'autre. Non. Ce que je ressens, c'est autre chose, une lucidité froide, presque calme, comme si mon cerveau avait enfin arrêté de mentir pour protéger une histoire qui ne tenait plus debout. Les premiers jours après la soirée, j'avais le visage marqué, la pommette sensible, et chaque fois que je me regardais dans le miroir, je revoyais la scène entière. Les rires. Le silence. Sa phrase. Et surtout son sourire, ce sourire franc, comme si elle venait de dire quelque chose de vrai et de mérité. Je n'arrivais pas à oublier ça. Parce qu'une insulte, tu peux la mettre sur le compte de la colère, de l'alcool, d'un moment qui dérape. Mais cette phrase-là, elle était sortie trop naturellement. Et elle avait été suivie d'un rire trop sincère. Ce qui me hantait, ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit sur mon apparence. C'était ce que ça révélait, qu'elle me voyait réellement comme ça. Et qu'elle avait attendu d'être devant ses amis pour le dire, comme si ce public la comptait plus que moi. Je repensais aussi à moi. À la façon dont j'avais répondu. À ce point précis où j'avais décidé de ne plus protéger, de ne plus être le « gentil » qui encaisse. J'avais toujours eu cette idée stupide que tenir bon était une preuve de maturité, que ne pas réagir me rendait supérieur. En réalité, je le comprends maintenant, je leur donnais juste la permission. La permission de continuer. Et quand j'ai enfin réagi, je l'ai fait comme quelqu'un qui a retenu trop longtemps sa respiration, d'un coup, violemment, en manquant d'air, sans contrôle. Je ne suis pas fier de ça. Je ne suis pas fier d'avoir cherché les points faibles de Valéria. Je ne suis pas fier d'avoir appuyé dessus devant tout le monde. Mais une partie de moi sait que ce n'était pas une méchanceté gratuite. C'était une explosion. Une rupture. Comme si quelque chose en moi avait finalement crié, ça suffit. Après son départ avec ses affaires, l'appartement est devenu différent. Pas parce qu'il était vide, il l'avait déjà été parfois. Mais parce qu'il était, à moi. Je pouvais m'asseoir sans sentir ce poids invisible, cette tension qui te fait surveiller ta façon de parler, ta façon de rire, ton silence. Je pouvais laisser une assiette dans l'évier sans craindre une remarque déguisée en blague. Je pouvais être fatigué sans qu'on me demande pourquoi j'avais, encore cette tête. Et cette liberté-là, je ne l'avais jamais vraiment connue dans la relation. Je me suis rendu compte que, même quand tout allait bien entre nous, je marchais sur une sorte de fil. Un équilibre fragile. Comme si j'avais toujours peur de tomber, peur de dire quelque chose qui ne plairait pas, peur de paraître trop sensible, trop sérieux, trop « moi ». Je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était ça, vivre avec quelqu'un, s'adapter. Mais s'adapter n'est pas s'effacer. Et moi, je m'étais effacé sans m'en rendre compte. Plus j'y réfléchissais, plus je voyais des scènes anciennes remonter, des choses que j'avais minimisées.
Comme cette fois où elle avait fait une blague sur mon nez devant un couple d'amis, et que tout le monde avait ri. Je m'étais forcé à rire aussi, pour ne pas paraître susceptible. Ou cette autre fois où l'un de ses potes avait imité ma façon de parler, et elle avait ri la première, puis m'avait dit après, « Oh, allez, c'était drôle, faut pas être comme ça. » À chaque fois, j'avais avalé. À chaque fois, je m'étais dit, ce n'est pas grave. Et à chaque fois, ça avait laissé une petite trace. Des petites traces, jusqu'au jour où ça devient une fissure. Puis une fracture. Je me suis aussi rendu compte d'un truc encore plus dur à admettre, je ne me sentais pas aimé. Je me sentais, toléré. Accepté tant que je restais à ma place. Et cette place, c'était celle du gars tranquille, qui ne se plaint pas, qui ne répond pas, qui encaisse et qui sourit. Le soir de la soirée, quand j'ai voulu partir après les blagues sur la stérilité, sur « l'ami qui ne fonctionne pas », personne ne s'est levé. Personne n'a dit « Eh, stop ». Personne n'a trouvé ça déplacé. Et Valéria, surtout, n'a rien fait. Le pire n'était pas qu'elle n'ait pas défendu son copain. Le pire, c'est qu'elle avait l'air à l'aise. Comme si elle se disait « ça va, il ne dira rien ». Ça aussi, ça m'a réveillé. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que mon silence n'était plus de la patience. C'était une habitude qu'ils exploitaient. Et si je suis honnête, je crois que je n'aurais jamais eu la force de partir si cette phrase sur les enfants n'était pas sortie. Parce que c'était plus qu'une blague. C'était une humiliation nette. Directe. Et publique. C'était le moment où, pour la première fois, j'ai senti que rester serait me trahir complètement. Alors j'ai choisi l'autre extrême. J'ai répondu avec la même cruauté. Et j'ai déclenché un incendie. Le lendemain de la soirée, je me suis réveillé avec une sensation étrange, comme si j'avais fait quelque chose d'irrémédiable, mais comme si, en même temps, j'avais enfin respiré. Je n'ai pas écrit à Valéria. Je n'ai pas cherché à réparer, par réflexe. Parce que j'avais peur que, si je le faisais, je retourne dans le même schéma. Celui où je m'excuse même quand je suis blessé. Celui où je deviens responsable de la douleur de l'autre, alors que la mienne est ignorée. Et quand elle m'a envoyé ce message pour venir prendre ses affaires, je me suis préparé à une tempête. Je pensais qu'elle allait pleurer. Qu'elle allait crier. Qu'elle allait me supplier. Mais non. Elle est venue froide. Avec une amie, comme un témoin. Comme si j'étais dangereux. Comme si elle avait besoin d'être protégée de moi. C'est là que j'ai compris que, dans son récit à elle, je n'étais pas le gars humilié. J'étais le méchant. Le gars qui a pété un câble et qui a gâché la soirée. Et le plus ironique, c'est que j'aurais presque pu la croire. Si je n'avais pas cette scène gravée dans la tête, elle, me regardant droit dans les yeux, et lâchant « il serait les comme toi », puis riant avec les autres. Ça ne s'efface pas. Ces 2 dernières semaines, j'ai aussi appris à rester seul. Pas la solitude dramatique, pas celle qui te détruit. Une solitude calme. Une solitude qui te rend ton espace, ton rythme, tes pensées. J'ai rangé l'appartement. J'ai changé quelques habitudes. J'ai commencé à me coucher à des heures plus régulières. Je ne dis pas que je suis devenu un autre homme en 15 jours, ce serait ridicule. Mais je sens quelque chose bouger à l'intérieur, une sorte de respect pour moi-même que j'avais laissé s'endormir. Et malgré tout ça, il y a une chose qui revient parfois, comme un goût amer. Sergio. Le prénom me revient d'un coup, au hasard, quand je fais la vaisselle ou quand je marche dans la rue. Je revois le visage de son ami, son regard enragé, ses poings serrés, et moi, prononçant cette phrase, juste pour le faire souffrir. Ce n'était pas seulement cruel, c'était sale. Je sais que ça m'a dépassé. Mais je sais aussi que ça ne me ressemble pas. Et c'est peut-être ça, le plus inquiétant, découvrir une version de soi capable de dire des horreurs quand on est poussé à bout. Je ne veux pas être cet homme-là. Je ne veux pas gagner des batailles en détruisant tout autour. Je veux juste ne plus être piétiné. Je veux juste que, la prochaine fois, je reconnaisse les signes plus tôt. Que je n'attende pas d'être humilié devant une pièce entière. Que je n'accumule pas jusqu'à exploser. Aujourd'hui, quand je repense à Valéria, je n'ai pas envie de revenir. Je n'ai pas envie de la convaincre. Je n'ai pas envie de réparer. Ce que je veux, c'est comprendre. Comprendre pourquoi j'ai accepté si longtemps. Comprendre pourquoi je me suis contenté de miettes en appelant ça de l'amour.
Et surtout, comprendre comment ne plus refaire la même erreur, avec quelqu'un d'autre. Parce que le plus grand piège, ce n'est pas Valéria. Le plus grand piège, c'est cette partie de moi qui croyait que l'amour devait faire mal pour être vrai. Suite. Je me suis longtemps demandé à quel moment exact j'ai commencé à confondre patience et résignation. Au début de notre relation, tout semblait léger. Valéria avait cette énergie vive, ce rire facile, cette manière de prendre toute la place dans une pièce sans même s'en rendre compte. J'aimais ça chez elle. J'aimais être celui qui observait pendant qu'elle brillait. Je me disais que nous étions complémentaires, elle, le feu, moi, le calme. Ce que je n'ai pas vu, ou que j'ai choisi de ne pas voir, c'est que le feu ne réchauffe pas toujours. Parfois, il consume. Les premières blagues sur moi étaient subtiles. Une remarque sur mon style vestimentaire. Un commentaire sur ma façon de danser. Toujours suivi d'un sourire et d'un « je rigole ». Et moi, je riais aussi. Parce que c'était plus simple. Parce que je voulais être le copain cool. Parce que je pensais qu'aimer, c'était accepter l'autre sans se vexer. Avec le temps, ces petites piques sont devenues une habitude. Devant ses amis surtout. Jamais vraiment en tête-à-tête. C'est ça qui me frappe maintenant, en privé, elle était différente. Plus douce. Plus vulnérable. Elle me parlait de ses complexes, de son corps qu'elle trouvait imparfait, de sa peur de ne pas être assez belle, assez intéressante. Je la rassurais. Je lui disais qu'elle exagérait. Que je la trouvais magnifique. Que personne ne la voyait comme elle se voyait. Et le lendemain, devant les autres, elle riait de moi. Comme si, pour tenir son rôle dans le groupe, elle avait besoin que quelqu'un d'autre soit en dessous. Et ce quelqu'un, c'était moi. Je ne crois pas qu'elle planifiait ça consciemment. Je ne pense pas qu'elle se levait le matin en se disant « Comment vais-je humilier Mathéo aujourd'hui ?» Non. C'était plus subtil. Plus ancré. Une dynamique installée sans qu'on la nomme. Et moi, j'y participais. Chaque fois que je riais à une blague qui me blessait, je validais la suivante. Chaque fois que je disais « ce n'est pas grave », je rendais la prochaine plus facile. Jusqu'à ce soir-là. Le soir où elle a dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant avec moi parce qu'il serait laid. Plus j'y repense, plus je comprends que ce n'était pas seulement une insulte sur mon physique. C'était un rejet public. Une façon de dire « je ne me projette pas avec toi ». Pas vraiment. Et ça, même si elle ne l'a peut-être pas formulé consciemment, ça a résonné en moi comme une vérité brutale. Parce qu'on ne parle pas d'enfant à la légère. On ne parle pas d'un futur possible en rabaissant l'autre, sauf si, au fond, on ne croit pas à ce futur. Ces 2 semaines m'ont forcé à regarder la relation sans filtre. Sans nostalgie. Sans cette version idéalisée que je racontais à mes amis quand ils me demandaient comment ça se passait. Je me rends compte que je m'adaptais constamment à son monde. Ses amis. Ses sorties. Ses priorités. Et quand je proposais quelque chose à moi, ça devenait optionnel. Reporté. Minimisé. Je m'étais convaincu que c'était normal. Que c'était ça, faire des compromis. Mais un compromis, ce n'est pas toujours céder du même côté. Un compromis, c'est une balance. Et la nôtre était penchée depuis longtemps. Je repense aussi à cette phrase que j'ai dite, « J'en ai marre de toi et de tes petits copains ». Sur le moment, c'était de la colère. Mais avec du recul, c'était aussi un aveu. Je n'étais pas seulement fatigué de cette soirée. J'étais fatigué de ce rôle. Fatigué d'être le décor dans son histoire. Fatigué d'être la cible facile pour maintenir la cohésion du groupe. Ce qui me fait le plus réfléchir aujourd'hui, ce n'est pas la dispute. Ce n'est même pas le coup qu'on s'est échangé. C'est la facilité avec laquelle tout le monde m'a désigné comme le problème. Comme si tout avait commencé au moment où j'ai répondu. Comme si les heures de moquerie n'avaient jamais existé. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important, quand tu restes silencieux trop longtemps, le jour où tu parles, tu passes pour l'excessif. Parce que les autres se sont habitués à ton silence. Ils le considèrent comme normal. Et quand tu le brises, c'est toi qui sembles dérailler. Je ne regrette pas d'avoir récupéré les clés. Je ne regrette pas d'avoir mis fin à la cohabitation sur le champ. Ça peut paraître impulsif, brutal. Mais au fond, je sais que si je ne l'avais pas fait ce soir-là, je serais revenu en arrière. Je me serais excusé.
On aurait discuté. Et, quelques semaines plus tard, une autre blague aurait atterri sur moi, un autre rire aurait éclaté, et j'aurais recommencé à encaisser. Parfois, il faut un choc violent pour casser un cycle. Même si ce choc te laisse des bleus. Je ne sais pas ce que Valéria raconte de moi aujourd'hui. Peut-être que je suis devenu l'ex toxique. Celui qui a humilié. Celui qui a frappé. Celui qui a expulsé sa copine du jour au lendemain. Et si je suis honnête, je sais que, vu de l'extérieur, ça peut ressembler à ça. Je ne suis pas innocent. Je n'ai pas été noble. Je n'ai pas été élégant. Mais je sais aussi que je n'ai pas été le seul à franchir des limites. La différence, c'est que moi, j'ai franchi les miennes une seule fois. Eux les franchissaient régulièrement. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus seulement le type qui s'est fait insulter sur son physique. Je vois quelqu'un qui a enfin dit stop. Maladroitement. Violemment. Mais clairement. Et ça change quelque chose. Je commence à comprendre que le respect ne se mendie pas. Il se pose. Il s'impose par la manière dont tu te tiens, par ce que tu acceptes ou refuses. Je ne veux plus être l'homme qui rit quand on le rabaisse. Je ne veux plus être celui qui minimise pour maintenir une ambiance. Si un jour je suis de nouveau en couple, je veux pouvoir dire dès la première blague qui me blesse, ça ne me fait pas rire. Sans attendre 2 ans. Sans accumuler. Sans exploser. Je ne sais pas si Valéria a compris ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Peut-être qu'elle pense encore que tout est parti de ma susceptibilité. Peut-être qu'elle se voit comme la victime d'un excès de colère. Et peut-être que, dans son histoire à elle, c'est cohérent. Mais dans la mienne, ce soir-là n'a pas commencé avec mes mots. Il a commencé avec son rire. Avec son silence quand on me ridiculisait. Avec cette phrase qui a traversé la pièce comme une gifle. Je ne cherche pas à gagner. Je ne cherche pas à avoir le dernier mot. Je cherche juste à ne plus me perdre dans une relation. À ne plus me réduire pour être accepté. Parce que, au fond, la vraie humiliation n'était pas sa phrase. La vraie humiliation, c'était moi, assis pendant des mois, à accepter d'être le clown silencieux pour que tout le monde passe une bonne soirée. Et ça, je refuse de le revivre.